Alors à présent, on va parler de polynômes d'endomorphisme et de polynômes de matrice. Alors cette vidéo, c'est un petit peu la dernière consacrée au cours sur l'algèbre linéaire de première année. Et la notion qu'on va aborder ici, c'est-à-dire des polynômes d'endomorphisme et de matrice, sera une notion extrêmement importante en deuxième année justement, où on cherchera énormément des polynômes annulateurs. On va aussi expliquer ce que ce sont que les polynômes annulateurs. Et avant toute chose, on va définir un espace vectoriel E de dimension n, et on va préciser une base B de E, là E1 jusqu'à En, et on va prendre F, un endomorphisme de E. Avec le petit dessin, ça ressemble à ça. Et là, nouveauté dans les chapitres d'algèbre, on va introduire un polynôme. Un polynôme qu'on va appeler P, qui aura un certain degré, on s'en fiche complètement de son degré, et qui aura des coefficients réels. Donc voilà, on dit bien soit P un polynôme de R de X. Là, R de X, c'est l'ensemble de tous les polynômes à coefficients réels, hein. Il n'y a aucune contrainte ici sur le degré de P. Parce que si jamais ici on avait rajouté, je sais pas, par exemple un 5, bah R5 de X, qu'est-ce que c'est? On s'en souvient, c'est l'ensemble de tous les polynômes à coefficients réels de degré inférieur ou égal à 5. Ici, il n'y a aucune restriction sur le degré de P. Donc là, P peut vraiment avoir n'importe quel degré, on s'en fiche complètement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un entier naturel R. On l'appelle pas petit n, pourquoi? Parce que n, c'est la dimension de E. Okay, on aurait très bien pu l'appeler n si ça n'avait pas été la dimension de E. Ici, on prend petit r. Et bien, on a pour tout x qui appartient à R, P de x, donc le polynôme P évalué en n'importe quel réel x. Et bien, par définition, c'est bien tout ça, la somme des AKX puissance k pour k allant de 0 jusqu'à ce fameux petit r qu'on a défini dans grand N. Donc là, ce qu'il faut bien sûr avoir en tête, c'est que là, les AK qui sont ici, ce sont des nombres réels, ce sont les coefficients de P. Voilà, très important de bien avoir cette notion sur les polynômes. Si vous n'êtes pas à l'aise sur le chapitre des polynômes, allez voir le chapitre qui est consacré. Donc pour rappel, je vais quand même donner un petit exemple. Là voilà, P ici, c'est bien un polynôme. Là, ce qu'on a ici, 7, 8, moins 10 et 30, ce sont les coefficients de P, enfin ce sont des coefficients parce qu'il y en a d'autres comme on va le voir. D'abord 7, bah, c'est bien 7 fois x puissance 0, puisque en fait ici on a x puissance 0, mais x puissance 0 ça fait 1. Donc en fait 7 c'est A0 fois x puissance 0, plus 8x, bah, en fait c'est plus 8 fois x puissance 1, donc en fait 8 c'est le A1. Ensuite moins 10 fois x puissance 2, donc en fait le moins 10 c'est le A2, ok, donc là moins 10 est égal à A2 fois x puissance 2. Des x puissance 3, on n'en a pas, donc en fait ça veut dire que A3 est égal à 0, puisqu'on a 0 fois x puissance 3, donc A3 est égal à 0. Des x puissance 4 non plus, on n'en a pas, donc c'est-à-dire que A4, le coefficient A4 est égal à 0 lui aussi. En revanche, le coefficient A5 est égal à 30, parce qu'on a 30 fois x puissance 5. Et au passage, ici dans notre polynôme, petit r est égal à 5. C'est la plus grosse puissance de x que vous trouverez dans P. Et alors par définition, ce polynôme, c'est un polynôme dans lequel on peut faire rentrer des petits x. On peut évaluer P en des petits x, ces petits x étant des nombres réels. C'est-à-dire que là, on peut très bien faire, je sais pas, par exemple, P évalué en 17. Bah, P évalué en 17, par exemple ici, il suffirait simplement de faire P évalué en 17, et là, tous les petits x, on les remplacerait par 17. On peut très bien aussi évaluer P en 0, en tout ce qu'on veut, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, nous, ce qu'on a vu, c'est que le petit x qui est ici, et d'après la définition même, c'est nécessairement un nombre réel. Bah, c'est ça qui est très important et qu'on va justement ici remettre un petit peu en cause. Parce qu'en fait, là, on peut très bien se dire, mais attends, là, on a une espèce de fonction presque. Par exemple, si jamais vous prenez le polynôme P qui a tout x réel associe x carré, c'est-à-dire que P de x égale x carré, ok, et bien en fait, ce polynôme se comporte exactement comme la fonction polynomiale qui a tout x associe x carré. C'est-à-dire que là, en fait, un polynôme se comporte exactement comme une fonction. C'est vraiment une logique de fonction, une logique de transformation. C'est-à-dire que là, le polynôme P va vraiment transformer n'importe quel réel x que vous lui donnez en autre chose qui dépend bien évidemment de x. C'est-à-dire que si jamais ici vous mettez 3, bah P va transformer 3 en 3 au carré, c'est-à-dire 9. Et donc en fait pour P, on peut très bien faire un dessin très similaire à ce qui est ici pour les applications linéaires. Voilà, P c'est comme une fonction qui part de R et qui atterrit dans R. Ici si jamais vous prenez 3, vous lui appliquez P, hop, ça vous rebalance sur 9. Mais là, ce qui va nous intéresser en particulier, c'est que là, on va prendre l'initiative de changer l'espace de départ et nécessairement du coup aussi l'espace d'arrivée. C'est-à-dire qu'en fait, le petit x qui est ici pourra très bien non seulement être un nombre réel, d'accord, mais aussi, si on veut, une matrice. Mais une matrice carrée, très important. Voilà, ça c'est vraiment un des points fondamentaux de cette vidéo, c'est qu'on peut très bien évaluer un polynôme P en une matrice carrée. Nécessairement, elle sera carrée, on va revenir au pourquoi du comment après, mais je vais vous donner un exemple, vous allez voir, c'est tout bête. Par exemple, le polynôme P qui est ici, si jamais on l'évalue en une matrice A qui est carrée, qu'est-ce que ça va donner? Et pour tout A qui appartient à Mn de R, nécessairement A, elle est carrée,
et ben P évalué en A, ça donne A au carré. Il suffit simplement ici de remplacer les petits x par la matrice A en question et ça fonctionne parfaitement. Et ce qui est vraiment extraordinaire ici, c'est que là, le A au carré, c'est bien A fois A avec le produit matriciel. Vous voyez, le produit matriciel qui est si particulier, justement. Alors maintenant, on va prendre d'autres exemples pour bien se familiariser avec la notion. Si jamais vous prenez ce polynôme et que vous l'évaluez en une matrice carrée A, qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, ça va tout simplement donner ceci. Il suffit simplement ici de changer vos petits x en votre matrice A. Et à vrai dire, là, on comprend bien avec toutes les puissances de A, pourquoi est-ce que A nécessairement doit appartenir à Mn de R. La raison pour laquelle A est nécessairement carré, parce que c'est ça ce que ça veut dire, ça veut bien dire que A elle est carrée, c'est tout simplement parce que, par exemple, lorsque vous avez A au carré, c'est A fois A. Et pour que le produit matriciel soit licite, il faut nécessairement que votre matrice soit carrée à cause des dimensions. Tenez, imaginez par exemple que A ce soit la matrice qui est ici, la matrice A ici n'est pas carrée, ok? Et c'est impossible de faire ce produit matriciel A fois A, donc A au carré, n'existe pas. On l'a déjà vu précédemment. Donc ce truc-là est impossible. Et donc on comprend que nécessairement, pour avoir une matrice à n'importe quelle puissance, il faut obligatoirement qu'elle soit carrée. Et donc c'est pour ça que A appartient bien à Mn de R, sinon ce serait impossible d'avoir A puissance 7 ou A au carré. Ce serait pas possible du tout. Et comme dans un polynôme, justement, il y a des x avec des puissances et qu'on va remplacer ces x par vos matrices, il faut nécessairement que ces produits matriciels soient licites. Et donc nécessairement, obligatoirement, c'est extrêmement important ça, vos matrices ici, elles sont carrées. Et là, je vais continuer sur cet exemple, mais je vais rajouter une seule petite chose qui va être ici un plus 1. C'est-à-dire que maintenant, le polynôme P, c'est tout ce truc-là avec une unité en plus. Mais alors du coup, qu'est-ce que ça fait que ce polynôme évalué en n'importe quelle matrice A de Mn de R? Comme on l'a dit, il suffit simplement de remplacer tous les x ici par des A. Mais qu'est-ce qu'on va faire de ce plus 1? Est-ce qu'on va par hasard rajouter un plus 1 comme ça? Mais certainement pas, ça n'a aucun sens de faire ce truc-là. Pourquoi est-ce que ça n'a pas de sens? Mais parce que là, on est face à des matrices, alors que ça, c'est un nombre réel. Et par définition, c'est impossible d'additionner des matrices et des nombres réels. C'est pas possible de faire ça. Et par exemple, ce calcul est impossible, parce que ici, vous avez une matrice et là, un nombre réel. C'est comme si vous vouliez additionner, je sais pas, des pommes et des bananes. C'est-à-dire que ça, c'est des pommes, ça, c'est des bananes, ce ne sont pas les mêmes objets. 2 bananes plus 3 bananes, ça fait 5 bananes, pas de problème. Mais 2 bananes plus 3 pommes, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas cette histoire. Ça, c'est quelque chose de très important en mathématiques. On ne peut jamais, jamais, au grand jamais, additionner des objets mathématiques qui ne sont pas de même nature. Donc là, nécessairement, l'écriture qui est ici est fausse. Le plus 1 qui est ici ne convient pas. Et là, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est extrêmement important. Là, les unités que vous avez dans votre polynôme P vont se transformer nécessairement en la matrice identité. Parce que si vous voulez, pour vous en souvenir, la matrice identité et le nombre réel 1 fonctionnent de la même façon pour la multiplication. C'est-à-dire que 1 fois n'importe quel nombre réel, ça vous fait ce nombre réel. Et la matrice identité fois n'importe quelle autre matrice, ça vous fait cette autre matrice. Si bien évidemment le produit matriciel est licite. Donc si jamais ici dans votre polynôme vous avez plus 1, donc c'est-à-dire plus une unité, et lorsque vous évaluerez ce polynôme en une matrice A carrée, ce 1 se transformera en la matrice identité. Et là, il n'y a pas de problème. Tous les objets mathématiques qui sont ici sont tous des matrices. On les additionne. C'est bon, ça fonctionne. Et au passage, si jamais ici, vous n'avez pas plus 1, mais plus 3, par exemple, comme ceci, là, ça veut bien dire qu'on a plus 3 unités. Donc en fait, c'est plus 3 fois 1, si vous voulez. Et donc le 3 qui est ici, comment est-ce qu'il va se transformer là dans l'écriture de notre polynôme évalué en matrice? Ce sera plus 3 fois la matrice identité. Voilà, comme ceci. Alors tout ça, ce sont des exemples. On va revenir au cas général, c'est-à-dire le cas général qui est juste ici. Et voilà donc ce que ça donne pour n'importe quelle matrice A de Mn de R. P évalué en A, c'est tout ce truc-là, et vous remplacez simplement vos petits x par des A. Et au passage, on remarque que cette somme, si jamais on l'écrit en extension, donc avec des pointillés, qu'est-ce que ça donne? Ça donne tout ça en fait. Mais là, chose très intéressante, ici on a A0 fois A puissance 0. Mais A puissance 0, par définition, qu'est-ce que ça fait? Ça fait la matrice identité. N'importe quelle matrice carrée à la puissance 0, ça fait la matrice identité, exactement comme n'importe quel nombre réel puissance 0, ça fait 1. Voilà, et donc c'est bon, on retombe bien sur nos pattes. Mais alors ici, on est avec des matrices, c'est quoi le rapport avec les endomorphismes là? Parce qu'on a commencé ici avec des endomorphismes quand même. Le lien va se faire justement parce qu'on a choisi des matrices A qui sont carrées. Et pourquoi est-ce qu'on les a choisies carrées? Parce que justement, ce seront des matrices représentatives d'endomorphisme. Et oui,
En fait, f qui est ici, l'application linéaire qui part de E et qui atterrit dans E, eh ben, on peut très bien en donner une matrice représentative dans une base bien précise de l'espace vectoriel de départ et d'arrivée. Bon, comme ce sont les mêmes, on va prendre B et B là dans les deux cas. Et nécessairement, n'importe quelle matrice représentative de f dans n'importe quelle base de E sera une matrice carrée, puisque par définition, l'espace vectoriel de départ et d'arrivée sont les mêmes, ils ont donc même dimension. Et nous, on se souvient que si jamais A, là, c'est une matrice représentative de f, mais ça veut dire que ce sont les deux faces de la même pièce. F et A, c'est la même chose, entre guillemets. Et donc là, ce qu'on peut faire, deuxième étape, mais c'est tout simplement évaluer P en l'endomorphisme F. On peut très bien faire P évalué en F. Étant donné qu'on a fait P évalué en A, et que A et l'endomorphisme F, c'est la même chose, entre guillemets. On va voir ce que ça va faire. Et en fait, ça va très bien fonctionner. P évalué en un endomorphisme F, ça fera tout ce truc-là, avec ici à la place des petits x, des f. Attention, c'est très important que f ici soit un endomorphisme et pas une application linéaire comme ça, hein. Il faut qu'on parte de E et qu'on atterrisse dans E. Alors exactement comme tout à l'heure pour les matrices, on va prendre des exemples d'abord avant de passer au cas général. Donc on va prendre un polynôme P ici quelconque, on s'en fiche complètement. Mais par définition, on va tomber là-dessus. Pour tout f qui appartient à LE, alors LE, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des applications linéaires de E dans E. On ne met pas deux fois E, alors parce que quelquefois, on a bien L, E, F, ça c'est l'ensemble des applications linéaires qui partent de E et qui atterrissent dans F, ok? Mais là, en fait, L, E, c'est l'ensemble des applications linéaires qui partent de E et qui atterrissent dans E. Donc on n'a pas besoin de remettre encore deux fois E, on comprend qu'ici ce sont l'ensemble des endomorphismes, c'est-à-dire l'ensemble des applications linéaires de E dans E. Ok, P de F, il suffit simplement ici de remplacer tous vos X par des petits f. Mais là, attention, parce que l'écriture qui est ici est source de confusion terrible pour les étudiants. Parce que si jamais vous faites votre polynôme P qui est ici, évalué en une matrice A qui a le bon goût d'être une matrice représentative de l'endomorphisme F, nécessairement on obtient exactement tout ce truc-là. Pas de problème, on a changé tous les X en A. Mais A au cube, c'est la matrice représentative de quel endomorphisme, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes? A au cube, c'est A fois A fois A. Mais par définition, c'est la matrice représentative de F rond F rond F. Ça, c'est vraiment fondamental, hein. A au cube, c'est la matrice représentative de F rond F, de F au cube, nécessairement. Et donc, ça veut dire que ce F au cube suit exactement la définition qu'on avait donnée précédemment dans les autres vidéos à propos des puissances d'endomorphisme, hein. C'est que ce F au cube, ça n'est certainement pas F fois F, non. Ça, c'est F rond F, ok? Et de la même façon, F carré, qu'est-ce que c'est? C'est F rond F. Ça, c'est extrêmement important, hein. Les puissances de F, ce sont des compositions de F avec elles-mêmes, hein. Donc ça, c'est le premier warning. Et le deuxième, quel est-il? Exactement comme pour les matrices, qu'est-ce qui se passe si ici, on ajoute une constante? Par exemple, si jamais ici, on rajoute plus 1, est-ce que ici, on va rajouter plus 1? Alors, voyons voir. Est-ce que ça a un sens ici de rajouter un plus 1? Alors, avec les matrices, on voyait quand même assez rapidement que c'était pas du tout possible. Donc, écrire ça, on comprend quand même assez intuitivement que c'est totalement faux. Alors que ici, là, on se dit, il y a du F carré, du F au cube. Oh, plus 1, ça n'a pas l'air bien méchant comme ça. Mais en fait, ça n'a rien à voir. Parce que F au cube, F carré et F, qu'est-ce que c'est? Mais ce sont des endomorphismes, et donc ce sont des applications linéaires. Vous voyez, F, c'est ça. C'est une application linéaire qui part de E et qui atterrit dans E. Est-ce que 1, c'est une application linéaire? Mais non, ça n'est absolument pas une application linéaire, et encore moins un endomorphisme, hein. C'est un nombre réel, ça vaut quelque chose. Donc il faut vraiment que l'écriture qui est ici vous choque autant que celle-ci. Mais donc question légitime, qu'est-ce qu'on va mettre ici à la place de 1? Et bien exactement comme pour les matrices, ici on n'avait pas 1, qu'est-ce qu'on avait? On avait dit, on a nécessairement la matrice identité. Mais la matrice identité, c'est la matrice représentative de quel endomorphisme? Mais de l'endomorphisme justement identité. Et donc c'est pour ça qu'ici on n'aura pas plus 1, mais plus l'application identité. Et donc voilà, le 1 qui était ici, c'est transformé entre guillemets en application identité, en l'endomorphisme identité pour être précis. Donc là on met id, indicé petit e, parce que ce sera bien l'endomorphisme identité qui part de E et qui atterrit dans E, on le précise bien ça. Et donc de la même façon, si ici on n'avait pas plus une unité, mais je sais pas plus 5, ça il faut le comprendre comme plus 5 fois 1,
Et donc, comment est-ce que ça va se transformer avec les endomorphismes? Eh ben, en plus 5 fois l'application identité. Et voilà, c'est comme ça que ça va se transformer. Donc, bien sûr, ici, au niveau des matrices, on aurait plus 5 fois la matrice identité. Alors, maintenant qu'on a fait quelques exemples, on va revenir au cas général, hein. Et donc, voilà, on atterrit là-dessus. Et là, plusieurs mises en garde. D'abord, c'est pour tout f endomorphisme de E. Ça, c'est super important. Voilà, exactement comme pour tout à l'heure avec les matrices, ça ne fonctionnait que pour des matrices carrées. Là, ça ne fonctionne que pour des endomorphismes. Bah, P évalué en f, c'est tout ce truc-là avec f puissance k. Mais f puissance k, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est certainement pas f fois f fois f ou je sais pas quoi, hein. Non, non, c'est f rond f rond f rond f, etc. K fois. Voilà, c'est ça ce que ça veut dire f puissance k, hein. Et alors maintenant, idem, qu'est-ce qui se passe si jamais on écrit cette somme en extension? Bon, on va atterrir là-dessus, mais ici on remarque qu'on a f puissance 0, l'endomorphisme f puissance 0. Qu'est-ce que c'est? Par définition, c'est l'application linéaire et l'endomorphisme identité. Exactement comme la matrice A puissance 0, ça fait la matrice identité, et bien l'endomorphisme F puissance 0, ça fait l'endomorphisme identité. Donc voilà, on retrouve bien notre résultat précédemment cité. Alors maintenant que tout ça c'est bien défini, quelques petites propriétés en plus. Alors on va reprendre quasiment exactement le même cadre que tout à l'heure. F est un endomorphisme de E, A sa matrice représentative de F relativement à B, mais là ce qui va changer, c'est qu'on ne va pas prendre simplement un seul polynôme, mais deux, P et Q, et on va aussi prendre deux nombres réels, alpha et bêta. Et là d'abord, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de faire des combinaisons linéaires de P et de Q, grâce à alpha et bêta, et d'évaluer ces combinaisons linéaires en F et ou en A. Donc voilà, d'abord pour F, là on fait alpha P plus bêta Q, ça c'est bien une combinaison linéaire des polynômes P et Q. Donc là en fait on a un nouveau polynôme, bah, tout le polynôme qui est ici on décide de l'évaluer en F. Bah, ça fait alpha fois P évalué en F, plus bêta fois Q évalué en F. C'est comme si vous aviez distribué le alpha P sur le F plus le bêta Q sur le F. Donc cette égalité fonctionne aussi parfaitement si à la place de F, vous avez A, hein. C'est-à-dire que alpha P plus bêta Q évalué en A, ça c'est très important, c'est pas du tout une multiplication là non plus d'ailleurs, hein. C'est bien le polynôme évalué en A, tout ce polynôme évalué en A. Ça fait alpha fois P évalué en A plus bêta fois Q évalué en A. Donc voilà, ça c'est assez intuitif. Il y a un deuxième résultat maintenant qui lui l'est un peu moins. On n'a plus besoin des alpha et des bêta. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est le polynôme P fois Q évalué en A. C'est-à-dire qu'en fait P, bah, c'est bien un polynôme, Q aussi, mais P fois Q, nécessairement, un polynôme fois un polynôme, ça reste un polynôme. C'est encore un polynôme tout ce truc-là. P fois Q, c'est encore un polynôme. Donc on se demande combien est-ce que ça fait P fois Q évalué en A. Et bien ça fait tout simplement le polynôme P évalué en A fois le polynôme Q évalué lui aussi en A. Et alors nous on trouve ça totalement logique, ça n'est pas si intuitif que ça en réalité, hein. Pourquoi? Parce que là, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ce qu'on va avoir comme résultat, obligatoirement, ce sera une matrice. On aura nécessairement une matrice. Là, vous avez le polynôme P fois Q évalué en une matrice. Bah, nécessairement, le résultat sera une matrice. Et donc, ça veut dire que le produit qui est ici, c'est bien un produit de matrice. Et oui, parce que P de A, c'est bien une matrice. C'est le polynôme P évalué en la matrice A. Donc, tout ça, c'est bien une matrice. Et la Q de A, c'est aussi une matrice. C'est le polynôme Q évalué en A. Donc là, en fait, on a la matrice qui est ici fois la matrice qui est juste là. Donc ça, c'est une matrice. Ça aussi, c'est une matrice. Et donc là, on a de la multiplication matricielle. Ce n'est absolument pas de la multiplication de nombres réels ici, hein. C'est de la multiplication matricielle. C'est ça qui est très fort. Et donc, bien évidemment, qu'est-ce qui va se passer si jamais on fait P fois Q évalué cette fois-ci en F, c'est-à-dire évalué en un endomorphisme? Bah, très logiquement, le polynôme P fois Q évalué en l'endomorphisme F, ça va faire P de F patati patata, Q de F. Là, on se demande quelle opération est-ce qu'on va avoir ici? Est-ce qu'on va avoir une multiplication? Réfléchissons un peu. Ici, on a une matrice fois une autre matrice. Oui, mais nous, on sait très bien que la multiplication matricielle, ça a à voir avec la composition d'applications linéaires et la composition ici d'endomorphisme. Donc là, on n'aura certainement pas de la multiplication, on va avoir de la composition. C'est ça qui est extrêmement important. Ici, vous allez avoir du rond nécessairement. Et c'est totalement logique parce que la P évaluée en F, ça vous balance un endomorphisme nécessairement. Et nous, les endomorphismes, on ne les multiplie pas, on les compose nécessairement, hein. Donc là, c'est de la composition. Donc voilà, les deux résultats qui sont ici sont vraiment fondamentaux. Il ne faut surtout pas s'en mêler les pinceaux. Ici, on est face à de la multiplication matricielle. Ici, on est face à de la composition d'applications linéaires et plus précisément de la composition
d'endomorphisme. Ok. Et maintenant, ultime notion, et ce sera terminé, c'est la notion de polynôme annulateur. Donc si jamais vous prenez un polynôme P quelconque, et bien votre polynôme P, il est annulateur d'une certaine matrice A qui est une matrice représentative là, de F dans une certaine base, si et seulement si, votre polynôme P évalué en cette matrice, ça vous rebalance. Ici, on marque 0. Bien évidemment, c'est la matrice nulle. Donc, on va donner un exemple. Si jamais vous prenez par exemple A qui est égal à cette matrice, on peut remarquer par exemple que A au carré est égal à la matrice nulle. Si vous faites A fois A, ça vous donne bien la matrice nulle. Hein. Voilà, mais ça, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que le polynôme qui a tout x associe x carré est un polynôme annulateur de A. Donc voilà, si jamais vous définissez P comme ceci, P de x est égal à x carré pour tout x réel, P est bien un polynôme annulateur de A. Ce n'est pas le polynôme annulateur de A, c'est un polynôme annulateur de A, parce qu'on pourrait très bien aussi prendre x au cube par exemple. A fois A fois A, ça donnera bien aussi la matrice nulle. Hein. Donc c'est bien un polynôme annulateur de A, parce qu'on voit bien qu'ici, si jamais on remplace x par A, on aura A au carré, et A au carré, c'est bien la matrice nulle. Donc voilà, c'est une notion assez intuitive, et on a exactement la même chose pour les endomorphismes. Et on obtient ceci, P est un polynôme annulateur de F, si et seulement si P évalué en F, ça vous rebalance, attention, l'endomorphisme nul. Nécessairement P évalué en un endomorphisme, ça vous rebalance un endomorphisme, très important. On prendra des exemples en particulier en deuxième année là-dessus, sur le cas où P de F est égal à l'endomorphisme nul. En tout cas, voilà, cette vidéo clôture finalement toutes les vidéos sur l'algèbre linéaire en première année, donc sur les espaces vectoriels, les applications linéaires et les applications linéaires en dimension finie. Avec ces vidéos, normalement, vous devriez avoir toutes les bases pour attaquer des exercices classiques et des exercices, justement, on continuera d'en faire. Voilà.